Je vais poursuivre l'analyse, cette fois avec nos journalistes. Joël Denis Bellavance de la presse, Althia Raj du Toronto Star et Catherine Lévesque de la presse canadienne. Alors, bonjour à vous trois. Bonjour. Bonjour. Alors, Catherine, que l'on voit avec nous, tiens, Althia qui est de retour également. Donc, nouvelle session qui démarre aujourd'hui avec l'élection du prochain président de la Chambre. Demain, évidemment, ça va être le discours du trône dans lequel le gouvernement va annoncer ses priorités. On en a eu un avant-goût ce matin d'ailleurs. Joël Denis, je vais commencer avec vous. D'ici Noël, vous vous attendez à quoi, vous? Le gouvernement a énoncé ses priorités lors de la conférence de presse de M. Mark Carlin aujourd'hui, donc des priorités qui sont quand même assez modestes, parce que moi je m'attendais à ce que, compte tenu de l'élection qui a été déclenchée, comme vous l'avez discuté avec vos invités tout à l'heure, je m'attendais à ce que le gouvernement nous surprenne davantage, mais c'est pas vraiment surprenant ce qu'il a soumis sur la table jusqu'ici. Thérapie de conversion, oui. Faire passer les projets de loi, un projet de loi pour accorder des congés de maladie à certains employeurs. Mais je m'attendais à plus de flapla, si vous voulez. C'est pas le cas. Donc, ce gouvernement sent un peu l'usure déjà avant même d'entreprendre son mandat. Et c'est pas forcément l'avantage des libéraux. Il faudrait qu'il fasse preuve d'un peu plus d'audace. Et on verra demain s'il y a de l'audace pour ce qui est des prochaines semaines, les 4 prochaines semaines, parce que ça pourrait, handicaper le gouvernement s'il part ce mandat avec seulement quelques grenailles, si vous voulez. Ouais. Est-ce qu'on aura une mise à jour économique, par exemple? Ça, c'est vraiment attendu. Ce que j'entends couler, c'est qu'on voudrait augmenter les impôts des banques, par exemple, augmenter de 3 le faire passer de 15 à 18 pour le début de l'année. Ça risque de faire beaucoup de friction. Mais je m'attends aussi à ce que les conservateurs tentent de faire en sorte que l'économie devienne le sujet qui s'impose. Ça pourrait les avantager et peut-être mettre fin un peu aux dissensions que l'on voit au sein du Parti conservateur sur la question de la vaccination. Oui, M. O'Toole, d'ailleurs, il a dit en fin de semaine en entrevue, priorité l'économie, l'économie, l'économie. Althia, quelles sont les promesses phares sur lesquelles les libéraux vont vouloir se concentrer? Bon, je pense que je vois ça un petit peu différemment que Joël Denis Bellavance. Je m'excuse, je m'entends dans mes oreilles. Est-ce que ça... OK, parfait, merci beaucoup. Alors, oui, le gouvernement, M. Holland a mentionné qu'il veut passer, par exemple, ils veulent que ces projets de loi deviennent des lois qui sortent de la Chambre des communes, qui peuvent dire, bon, oui, on a attendu 2 mois avant de rater le Parlement, mais on a quand même fait des choses avant le temps des fêtes. Alors, les 2 projets de loi sur les prestations qui ont rapport au COVID, alors les changements qu'ils avaient annoncés le 23 octobre, comme Joël Denis l'avait mentionné, le salaire pour les gens qui prennent des congés maladie, les employés aux compagnies qui sont gérées par le fédéral. Et puis, ils nous ont mentionné aussi qu'ils voulaient protéger les gens qui travaillent près des hôpitaux contre les manifestants. Ça, c'est des promesses modestes, mais le fait qu'ils veulent les passer comme projet de loi, c'est pas mal intéressant. Thérapie conversion, je vois pas que les conservateurs vont donner l'unanimité pour pouvoir sauter des étapes. Tu sais, si ça passe avant la fin du mois de décembre, il faudrait bien que les comités soient établis. Puis, il n'y a pas du tout cette idée qu'on va avoir les comités au mois de décembre. Il semblerait... On nous laisse savoir que ça va se faire au mois de février. Alors, c'est quand même, oui, un enjeu qui démontre que M. O'Toole et le Parti conservateur ne sont pas d'accord avec les autres partis, le NPD, le Bloc, et puis que le Parti libéral a des alliés en commun qui peuvent passer d'autres projets de loi qui sont plus en ligne avec leur pensée idéologique. Mais il y a aussi d'autres choses. Il y avait un programme assez ambitieux pour les premiers 100 jours. On nous dit que les 100 jours débutaient pas à la fin de l'élection, mais une fois que le cabinet avait été nommé vers la fin du mois d'octobre. Ce qui veut quand même dire qu'ils devraient les présenter maintenant et pas attendre au mois de février parce que, l'horloge commence déjà à décompter. Et un des projets de loi, comme Joël Denis Bellavance l'avait mentionné, c'était au sujet des banques et des grandes compagnies d'assurance d'augmenter les taux d'impôt. C'était supposé d'être en vigueur le 1er janvier. Alors, oui, je pense que le programme va être un petit peu plus ambitieux qu'on nous fait savoir aujourd'hui. Mais je dirais aussi qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été faites. On n'a pas les lettres de mandat des ministres. Puis les secrétaires parlementaires, on commence la session, puis ils n'ont pas encore été nommés. Alors ça, c'était un petit peu étrange. Catherine?
Oui, moi, je me situe un peu entre Althia et Joël Denis, justement. Je pense que les libéraux se sont heurtés au mur de la réalité, je pense, dans les dernières semaines. Oui, ils avaient beaucoup d'ambition pour les 100 premiers jours. Donc, ils voulaient là, notamment déposer des projets de loi, redéposer le projet de loi sur la modernisation de la loi sur les langues officielles. Mark Holland s'est fait poser la question tout à l'heure. Il a carrément admis qu'il ne le savait pas. Donc, on voit que ce n'est pas tout à fait, peut-être pas une priorité pour le gouvernement actuellement. Même chose pour les nombreux projets de loi liés aux géants du web. On s'attendait à ce qu'on redépose ou finalement à ce qu'on dépose des projets de loi assez ambitieux, notamment sur la haine en ligne, de redéposer C10, projet de loi qui avait été très contentieux, très critiqué par les conservateurs. Donc, on voit qu'on est venu un peu là, mettre ça de côté, si on veut, pour l'instant, pour vraiment se concentrer sur des réalisations qui seraient peut-être plus faciles, peut-être plus accessibles, je crois, avant Noël, parce qu'effectivement, le gouvernement, on le sait, est critiqué pour avoir attendu là, de rappeler le Parlement pour aussi longtemps que ça, et puis ils veulent vraiment là, arriver jusqu'à Noël et dire, écoutez, voici ce qu'on a réussi à faire. Les thérapies de conversion, c'est mort au Sénat et ça avait été très critiqué par les groupes de défense là, des communautés LGBTQ+. Alors là, on veut arriver en disant, voici ce qu'on peut faire. Même chose pour l'aide pandémique. On veut vraiment faire passer ça le plus rapidement possible. Et moi, très franchement, mon impression, c'est qu'on va vouloir s'allier avec le NPD. Et Mark Holland a été très clair là-dessus. Il ne veut pas de niaisage en bon français. Il veut que ce soit fait rapidement. Alors, j'ai l'impression qu'on va peut-être là, aller utiliser le bâillon, peut-être avec l'aide du NPD. Oui. C'est ton... Parce que, justement, il y a des rumeurs sur une possible entente entre les libéraux et le NPD pour faire adopter certains projets de loi. Joël Denis, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Il y a eu des discussions au lieu entre certains stratèges du Parti libéral et du NPD. Il y a beaucoup d'atomes crochus. Ça, on peut le nier entre le NPD et le Parti libéral. Le Parti libéral est tellement à gauche, au centre-gauche, qu'il ratisse du côté du NPD. Donc, il y a une communauté d'intérêts entre les deux. Il s'agit de voir si on veut faire ça, que ce soit formel ou informel. Je pense que ça va être plus informel, mais les discussions ont été quand même assez avancées. Et M. Singh et M. Trudeau ont donné leur bénédiction. Donc, on va voir où ça va aller, mais je pense que sans entente formelle, le gouvernement sera en mesure quand même de naviguer durant les eaux tumultueuses d'un gouvernement minoritaire avec le concours du NPD. Ça, je pense que c'est pas mal acquis. Il faudra quand même que le gouvernement donne un peu, je pense, de concessions, un peu de bonbons au NPD pour pouvoir avoir son appui, mais je pense qu'on peut s'attendre à ce que le principal partenaire de danse du gouvernement libéral sera le NPD. Oui, je veux maintenant vous entendre sur le Parti conservateur. Erin O'Toole, on sait, a plusieurs problèmes. Il y a de la grogne au sein de son caucus. Certains de ses députés ne sont pas vaccinés. Certains ont reçu une exemption pour pouvoir assister aux travaux en personne. On le sait, son député de la Beauce, Richard Lehoux, en fin de semaine, a reçu un diagnostic positif de la COVID, alors qu'il avait assisté la semaine dernière au caucus conservateur. Althia, jusqu'à quel point ça va mal pour Erin O'Toole en ce début de session à Ottawa? Je dirais que ça va moins mal que ça l'allait la semaine dernière, lundi avant le caucus. Il semblerait que durant 2 jours de réunion, alors on sait ce qui s'est passé lundi, la sénatrice Denise Batters, qui est quand même très bien connue au sein du Parti conservateur, c'est l'épouse de l'ancien député Dave Batters qui s'était suicidée. Elle est devenue une avocate sur la santé mentale. Elle a été nommée au Sénat en 2013 par Stephen Harper. C'est quelqu'un qui faisait du porte-à-porte avec des députés très connus comme Michelle Rempel, qui allait dans les comtés ciblés. Elle est sortie avec une pétition qui avait le soutien de députés au sein du caucus de M. O'Toole aussi, pour dire en fait qu'il voulait avoir un vote sur son leadership de la part des membres avant la convention qui est supposée d'avoir lieu à Québec au mois d'août en 2023. Elle a été, on l'a expulsée du caucus national mardi soir sans avoir un débat avec les députés et les autres sénateurs. Alors, c'était comme l'enjeu du mercredi quand ils se sont tous rencontrés. Puis, durant les 2 jours de réunion, il semblerait que M. O'Toole a dit à tout le monde, si vous n'êtes pas content, pointez-vous au micro puis dites-moi-le, pour une fois et pour tout. Puis, il n'y a personne vraiment qui est allé se pointer. En fait, M. Scheer s'est même levé pour dire qu'il n'y avait absolument rien à faire avec la pétition de Mme Batters.
Mme Batters l'avait soutenu dans la première course au leadership. Elle avait soutenu M. McKay dans la dernière, celle que M. O'Toole a gagnée. Alors, ça va pas super bien, mais ça va mieux que ça l'allait. Ça va moins mal que, comme vous dites, la semaine dernière. Catherine, est-ce que la question de la vaccination des députés conservateurs et des exemptions médicales, ça va hanter Erin O'Toole longtemps, vous pensez? Oui, tout à fait, parce que le parti actuellement ne fait pas preuve de transparence sur, en fait, quel est l'état des choses. Écoutez, là, on est à environ une trentaine de députés où on ne connaît pas vraiment leur statut vaccinal. On ne sait pas s'ils ont eu des exemptions médicales ou s'ils ont été pleinement vaccinés. Ils refusent tout simplement de le dire. Et là, aujourd'hui, il y a encore plus de questions qui se posent, questions en raison justement de M. Lehoux qui a contracté la COVID-19. Et on le sait, il y avait beaucoup de députés. Écoutez, j'arrive pas à savoir si c'était l'entièreté du caucus qui était là la semaine dernière, mais la question se pose à savoir, est-ce qu'il y avait là-dedans des députés qui étaient non vaccinés, qui auraient été en contact proche avec M. Lehoux? Dans ce cas-là, il devrait s'isoler carrément. Donc là, actuellement, très difficile d'avoir des questions de la part du caucus. Et puis, ce qu'on va voir aujourd'hui, et ça va se poursuivre d'ailleurs dans les semaines à venir, j'ai bien l'impression, c'est qu'il va y avoir une espèce de chasse aux sorcières, je crois, à savoir, bon, qui a eu une exemption médicale, quelle est cette exemption, bon, pourquoi est-ce qu'on refuse de se faire vacciner, et finalement, pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas isolé finalement après avoir été en contact étroit avec M. Lehoux. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui va suivre les conservateurs et je pense que là-dessus, les libéraux ont bien l'intention d'entretenir le sujet. Ouais. Déjà, on a vu Mark Hollins ce matin là, qui a bel et bien, qui a posé la question tout haut, qui a dit pourquoi y a-t-il autant d'exemptions médicales chez les conservateurs? C'est un peu trop. Et puis vraiment, il met en doute là, finalement toutes ces notes du médecin que certains députés conservateurs auraient reçues. D'ailleurs, il demande là, à ce qu'on les réexamine. Alors oui, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va les suivre et ça va vraiment devenir un enjeu dominant là, bon, pour le Parti conservateur. Ouais. Malgré ce qu'ils en disent. On revient sur les libéraux maintenant parce qu'il y a eu quand même des grands changements dans le Conseil des ministres. Mélanie Joly, qui est devenue ministre des Affaires étrangères, Stephen Guilbeault, on le sait, bon, à l'environnement. Jean-Yves Duclos du Québec également, ministre de la Santé, Anita Anand, qui est devenue, en fait, ministre de la Défense. Althia, quels sont les ministres que vous allez surveiller, vous, au cours de la prochaine session parlementaire? Bien, je pense que vous les avez mentionnés. Anita Anand, parce qu'elle a quand même un gros dossier à régler. Mélanie Joly, parce que c'était une grosse promotion. François-Philippe Champagne, parce que comme les deux autres que j'ai mentionnés, c'est quelqu'un qui a aussi l'œil sur le leadership. Puis je vais dire, franchement, Chrystia Freeland, qui est devenue pas juste la ministre des Finances, et puis là, la sous-premier ministre, mais elle est vraiment, on dirait, plutôt comme une co-première ministre. Ouais. Monsieur Trudeau l'amène partout dans les conférences internationales. Elle était là à Washington la semaine dernière. On voit, pas vraiment besoin d'être là comme ministre des Finances. On a quand même la ministre Ng qui est là pour le commerce international. On a la ministre Joly. On a le premier ministre. Pourquoi est-ce que Mme Freeland était là? Il semble vraiment dépendre sur elle. Alors, c'est quelqu'un que je vais certainement surveiller. Joël Denis, il nous reste à peine 30 secondes. Vous allez surveiller qui? Oui, mais Anita Anand, parce qu'elle s'est vu confier un dossier fort important qui va dominer, je pense, les manchettes au cours des prochains mois. Les cas d'inconduite sexuelle qui sont multipliés au sein des Forces armées canadiennes. Elle a le mandat de faire le ménage et je pense qu'elle va y arriver. Elle l'a démontré dans le cas de la vaccination, la campagne de vaccination, qu'elle était capable de livrer la marchandise. Je m'attends à ce qu'elle le fasse aussi au sein des Forces armées. Ouais. Et Mme Anand pourrait être aussi une candidate au leadership. Je ne l'explique pas. À suivre. Joël Denis, Althia et Catherine, merci beaucoup et au plaisir de vous retrouver chaque semaine lors de cette nouvelle session qui débute aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Sarah. Au revoir. Merci à vous.